Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre participation à notre week-end Tout Orientation, deuxième jour ce matin, et plus particulièrement de votre participation à cette table ronde qui s'intitule «Les filières artistiques et numériques dans le secondaire». Alors, certains et certaines regardent peut-être cette table ronde étant en troisième et arrivent un peu à la fin du collège avec ces premiers choix d'orientation qu'on est amené à faire. Et comme ces choix sont relativement nouveaux, on peut se demander mais comment bien les faire et quelle formation choisir et comment ne pas se tromper. Et c'est peut-être aussi une question qui se pose encore plus crûment lorsqu'on pense à un avenir dans la création numérique et artistique. Donc cette table ronde, elle a été pensée pour vous donner, public, à la fois une vision assez complète de ce qui existe en matière de formation artistique et numérique dans le secondaire. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choix possibles et des formations souvent parfois méconnues. Et puis, nous nous appuierons ensuite sur deux exemples concrets de structures de formation qui vont, en tant que professionnels engagés dans cette question de transmission dans le secondaire, venir nous parler de leurs expériences et notamment avec leurs étudiants et étudiantes. Donc, dans un premier temps, nous allons avoir une intervention de Cédric Monpion, qui est donc conseiller d'orientation au CIO, Centre d'information et d'orientation Médiacom de l'Académie de Paris. Tout à fait, Vous allez bonjour. avoir une prise. Bonjour. Merci Cédric. Vous allez avoir une prise de parole qui va exposer en fait les différentes filières à la fois art et tech après la troisième et les possibles hybridations de ces parcours. Et puis nous allons ensuite avoir deux interventions de structures de formation. La première avec Carlos Trindade. Carlos Trindade, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc le responsable de la programmation de l'action culturelle et pédagogique de ce campus des métiers d'art et du design, qui est un campus tout à fait nouveau et assez particulier dont vous allez nous parler. Et vous êtes venu avec Arthur et Anna, voilà, qui sont ici, et qui sont donc tous les deux maintenant étudiants à l'école Estienne, qui est une école partenaire de ce réseau du campus des métiers d'art et du design. Et vous êtes maintenant en DNMAD et vous allez nous parler tous les deux de vos parcours. Et puis pour terminer, on aura également une intervention de Dominique Bonneau, qui est donc lui coordinateur des enseignements de cinéma au lycée Sugère, lycée des métiers de l'image et du son. C'est un lycée assez particulier avec cette labellisation pratiquement unique. Il y en a deux en France et qui va donc nous raconter là comment on apprend le cinéma en lycée, à quoi ça sert et comment on peut prolonger aussi cet apprentissage par la suite. Donc merci encore à tous d'être là. Et on va commencer avec vous, Cédric, tout de suite. Une première question sur le CIO. Qu'est-ce que c'est donc ce centre d'information et d'orientation Médiacom? Oui, bonjour Lorraine. Bah, comme vous l'avez dit, effectivement, le CIO Mediacom, c'est un centre d'information et d'orientation qui est composé de psychologues de l'éducation nationale. Donc nous, notre particularité, c'est qu'on reçoit les jeunes de troisième jusqu'au lycée post-bac, jusqu'à des étudiants jusqu'à 25 ans souvent, ainsi que leurs familles, notamment pour les aider à choisir ou à connaître les filières possibles, que ce soit post-collège, post-lycée. Donc on les accueille pour faire des entretiens conseils, pour les aider à connaître un petit peu leur motivation, leur centre d'intérêt, faire un point sur leurs forces, leurs faiblesses, et puis les aider à découvrir en fait toutes les filières existantes parce qu'il y en a énormément et notamment dans tout ce qui touche aux filières artistiques, artisanat d'art, art. Donc on est là pour les accompagner. D'accord, donc vous recevez vraiment en fait des collégiens et des lycéens, c'est cela? Oui, oui, parce que comme vous l'avez dit, effectivement, la troisième, c'est aussi le moment des premiers choix d'orientation. Donc, on reçoit souvent effectivement des troisièmes et leurs familles pour discuter, leur présenter les filières, les différentes filières existantes, et puis pour les aider à réaliser leurs choix. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup. On va tout de suite passer à votre présentation. Oui, juste quelques généralités pour parler des métiers d'art, notamment des formations en métiers d'art. Comme vous le disiez, c'est pas toujours facile de faire ses choix d'orientation de manière générale. Et dès lors qu'on s'intéresse notamment aux métiers d'art et du design, ça devient encore plus compliqué tant les formations sont nombreuses, diverses et variées, hein. On compte notamment 1000 organismes de formation en France dédiés aux métiers d'art et du design. On recense à peu près, on regroupe 281 métiers qui sont eux-mêmes répartis en 16 domaines. Donc
voilà, il faut prendre le temps de les connaître, de les découvrir. On dit qu'il y a à peu près 3 800 entreprises, hein, qui travaillent dans le secteur des métiers d'art, que ce soit des petites PME, des ateliers, des manufactures. Alors c'est vrai que quand on est en troisième ou quand on commence à s'intéresser, on est face à l'immensité des formations qui existent. Certaines sont très connues, notamment comme par exemple l'ébénisterie, la bijouterie. Il y en a qui sont moins connues, comme tout ce qui est plumassier, gantier par exemple. Des formations un petit peu plus méconnues, qui est toujours intéressant de découvrir. Des choses évidemment plus actuelles également. Disons qu'on peut dire qu'on a d'abord des métiers de tradition, par exemple comme tapissier, graveur. On a aussi des métiers d'art et du design qui sont plutôt de l'ordre de la restauration, comme notamment la conservation du patrimoine, tout ce qui est mobilier, immobilier. Mais on a aussi bien sûr ce qu'on classe dans les métiers de la création, comme la broderie, l'orfèvrerie par exemple. Donc des métiers très classiques, mais qui évidemment intègrent aujourd'hui des métiers plus actuels. Euh, qui est commun en fait à toutes ces formations, ce que je pourrais dire, c'est que ce sont des métiers où la transmission, la passion, l'innovation et l'esprit d'entreprise sont présents, quel que soit le type de formation. On a tendance à parler un petit peu de métiers d'hier et de métiers d'aujourd'hui. On a aussi envie de dire aujourd'hui des métiers de demain, parce qu'effectivement, s'il s'agit d'acquérir à travers cette formation des techniques, des savoir-faire qui sont parfois quasi ancestraux, hein, ce sont des formations et notamment des métiers qui s'adaptent en permanence aux nouvelles technologies, comme on va le voir aujourd'hui, hein. Tout à fait, oui, merci beaucoup. Et puis, je pense que les formations peut-être applicatives de ces métiers d'art et du design intéressent aussi beaucoup nos étudiants. On va peut-être commencer avec vous, Cédric, par un rappel assez simple des grands types de filières après la troisième et de différents types de bacs, si vous voulez Oui, bien. bien évidemment, après la troisième, qu'est-ce qui s'offre aux collégiens notamment? C'est principalement la voie professionnelle, avec notamment les CAP, les bacs pro. Puis après la voie générale, notamment avec ce qu'on appelle le bac général, qui implique depuis une réforme à choisir ce qu'on appelle des enseignements de spécialité. Et puis une voie qu'on intègre parfois juste après la troisième ou parfois après la seconde, qui est la voie technologique. Alors, on va juste aborder les différentes, en fait, les différences, qu'est-ce qui les distingue principalement. Pour la voie professionnelle, notamment lorsqu'on souhaite aller vers une filière artistique, on rencontre notamment les bacs pro artisanat métiers d'art, mais aussi les CAP sur lesquels je vais revenir un petit peu plus après. La voie professionnelle, ça va s'adresser principalement à des élèves qui souhaitent acquérir en fait les premières connaissances, les premières compétences professionnelles qui vont être utiles à un secteur ou à un métier. L'idée du bac professionnel, c'est avant tout de se professionnaliser tout en affirmant progressivement ses choix. Sans oublier que la voie professionnelle permet déjà d'acquérir effectivement des compétences précises et bien sûr de continuer ses études par la suite, comme on va le voir notamment tout à l'heure. Donc, première voie, la voie professionnelle. Vous avez aussi la voie donc, technologique avec le bac technologique bien connu, STD2A, donc sciences et technologies du design et des arts appliqués. Là, la méthodologie est basée en fait sur ce qu'on appelle des méthodes pédagogiques inductives. On va partir en fait de l'élément particulier pour arriver à quelque chose de plus général. C'est-à-dire qu'on va partir du concret pour arriver à finalement tirer des généralités et aller ce qu'on appelle vers l'abstrait, en fait, la généralisation. Donc, on part à partir d'objets d'études concrets pour arriver à des choses plus générales. Donc, on est dans le faire, on acquiert déjà des connaissances techniques. Et puis, ça permet notamment un début de spécialisation grâce aux enseignements spécifiques qui sont liés au bac STD2A. Donc, j'aurais tendance à dire que le bac STD2A, c'est notamment pour des élèves qui s'inscrivent déjà dans une démarche artistique, voilà, et qui se projettent déjà de manière positive, de manière forte dans le monde artistique, dans les filières artistiques post-bac notamment. Et puis bien sûr, nous avons le fameux bac général, donc avec les enseignements de spécialité qu'on demande de choisir en fin de seconde. Encore un choix crucial d'orientation, Lorraine. Bien Et sûr. notamment, vous avez notamment des enseignements de spécialité parmi lesquels vous allez retrouver des enseignements de spécialité artistique, comme notamment art plastique, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique, théâtre ou art du cirque. Alors, à qui s'adressera principalement le bac général? C'est plutôt pour des élèves, effectivement, qui restent très à l'aise avec l'abstrait, qui sont à l'aise avec les méthodes pédagogiques qu'ils connaissent actuellement. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce sont des parcours différenciés que proposent en fait les enseignements de spécialité, mais ne pas oublier que malgré tout, si ces enseignements de spécialité viennent colorer le baccalauréat, ça reste encore très généraliste, hein. C'est important de le souligner parce qu'en fait, on a souvent une question par rapport au bac général.
où on nous demande en fait ce qu'il faut absolument avoir pris un enseignement de spécialité artistique pour pouvoir continuer dans des filières artistiques post-bac. Euh, Oh oui, c'est une vraie question. Alors, je vais vous faire une réponse un peu particulière qui est à la fois oui et non. C'est-à-dire que le fait de choisir un enseignement de spécialité, c'est un plus, effectivement. 4 heures par semaine, notamment, par exemple, d'art plastique en première, 6 heures en terminale, c'est évidemment un plus important, intéressant, et notamment pour développer une certaine culture et déjà une bonne pratique. Mais est-ce que c'est rédhibitoire de ne pas avoir choisi un enseignement d'art pour la suite? Pas du tout. Il faut savoir que pour les filières artistiques, la sélection se fait sur dossier ou sur concours. Et pour être honnête, les jurys sont moins attentifs aux enseignements de spécialité qu'à votre motivation, qu'aux acquis graphiques qu'on aurait pu acquérir notamment le temps du bac, de manière personnelle ou ailleurs, notamment à votre potentiel et puis surtout à votre projet. Ça, c'est important. Et puis ne pas oublier, mais ça je pense qu'on en est tous conscients aujourd'hui, que par exemple dans le secteur du design, avoir des connaissances en physique, informatique, numérique, en bref, s'intéresser aux sciences, c'est quand même un vrai plus. Ça je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Tout à fait. Donc trois voies de bac différents, chacune ayant ses spécificités, notamment au niveau de la pédagogie. Euh, L'élève, donc quelqu'un qui hésitera entre ces trois bacs, doit en fait se poser la question de savoir où il en est par rapport à sa manière d'apprendre, à ce qu'il souhaite apprendre, quel sens il donne aux études, et puis la manière, dans quelle démarche il souhaite s'inscrire. Est-ce qu'il veut aller plutôt vers on va dire une recherche de concret, ou est-ce qu'il souhaite encore rester dans on va dire, une pédagogie plutôt abstraite, sans avoir un choix encore très précis sur les filières artistiques, par exemple. Super, merci. On peut passer à la page suivante. On y est. Merci beaucoup. Juste rappeler aussi qu'effectivement, nous avons 188 métiers d'art euh, donc aujourd'hui qu'on réunit dans 83 spécialités, donc ça nous fait 281 activités recensées au total. Donc vous allez retrouver effectivement ces métiers d'art dans le domaine de l'architecture et des jardins, l'ameublement, la décoration, les luminaires, la bijouterie, ça c'est très connu, le métal, la céramique, le verre, le cristal, tout ce qui est tabletterie, la mode, les accessoires, textile, cuir, etc., etc. Donc effectivement, c'est un domaine très vaste. Donc dès qu'on souhaite s'orienter vers les métiers d'art et du design, il y a effectivement beaucoup de choses à découvrir. Il faut s'y intéresser de manière assez intense puisque on a effectivement une multitude de formations possibles. Je tiens à rappeler notamment qu'en région Île-de-France, on est plutôt très bien servi par rapport au reste de la France en termes de formation, de spécialité, de formation en métier d'art, puisqu'en fait, on concentre à peu près 20% des entreprises dédiées au métier d'art. Puis on a quelques fleurons, bien évidemment, qu'on peut mettre en avant, comme la manufacture de Sèvres, notamment les Gobelins qui sont beaucoup plus connus aujourd'hui, la savonnerie ou la comédie française à l'Opéra de Paris, par exemple. Donc, effectivement, sur Paris, Île-de-France, l'offre est forte et riche et intéressante. Tout à fait. Et je pense que Carlos Trindade ensuite nous en reparlera via la présentation des campus du métier d'art et du design. Là, on va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, je voulais souhaiter vous présenter quelques bacs pro et quelques CAP notamment. Donc, principalement la voie professionnelle. Donc, on compte 25 bacs pro en métier, bon, tout ce qui touche artisanat et métier d'art. Je voudrais citer 4 qui sont plutôt bien connus. Vous avez le bac pro, notamment en communication visuelle plurimédia, qui est aujourd'hui très demandé. C'est un bac pro qui va mener notamment au métier de la communication visuelle, la pub, l'édition, la presse, le multimédia. Je ne m'attarde pas dessus parce que je crois qu'il va être présenté plus en détail. Vous avez aussi le bac pro marchandisage visuel qui mène notamment au métier d'étalagiste, qui est la mise en valeur de vitrines, de rayons, de boutiques. Donc, il demande effectivement un sens de l'esthétique important. Ce sont deux bacs pro que vous allez trouver dans un lycée à Paris qui s'appelle Corvisart notamment. Autre bac pro un petit peu moins connu, le bac pro verrerie scientifique et technique, qui lui permet effectivement de créer des professionnels qui vont créer des pièces de verrerie notamment, qui pourront aller travailler dans l'optique, pourquoi pas dans la biotechnologie, dans l'électrochimie par exemple. Poursuite d'études, notamment dans le cadre d'un diplôme et métier d'art, par exemple. Vous avez aussi le bac pro photographie qu'on va trouver à Paris, qui est généralement bien identifié par les élèves. Donc, autant de bacs professionnels qu'on peut choisir en sortant effectivement de troisième. Et on en recense 25 en tout. Ce qu'on trouve beaucoup comme formation dans les métiers d'art et du design, c'est le CAP. Alors, le CAP, toujours dans la voie professionnelle, une formation qu'on peut choisir après la troisième. C'est une formation en 2 ans qui va se faire
comme le bac professionnel au lycée professionnel. La différence, c'est que le CAP, en fait, c'est la formation pour acquérir des techniques très précises et des bases très solides, notamment pour appréhender mais un métier en particulier. Donc, dans le bac pro dans le CAP qui dure 2 ans, vous avez des cours, des travaux pratiques, des travaux en atelier, donc acquisition de savoir-faire de manière concrète. Il faut savoir que le bac pro, c'est aussi le premier diplôme qui va pouvoir vous donner le titre officiel d'artisan. Donc c'est important. Et c'est aussi parfois le sésame pour exercer certains métiers réglementés, notamment on va pour boulanger, pâtissiers qui sont bien connus aujourd'hui grâce à Top Chef notamment. Un CAP, c'est la voie obligatoire notamment pour pouvoir travailler, exercer dans ce domaine. Et ça vous donne effectivement le titre d'artisan et le droit d'exercer ce métier réglementé. Si c'est le lieu d'acquisition de savoir-faire précis, technique, il ne faut pas oublier notamment que la CAP fait quand même la part belle aujourd'hui encore à la culture générale. 50% des enseignements sont réservés à l'histoire, le français, l'acquisition des langues. Et on peut effectivement continuer ses études en regagnant un bac professionnel. Puis un bac professionnel, on peut continuer effectivement, comme vous allez le voir, notamment en DNMAT, en diplôme des métiers d'art, diverses possibilités de continuer post-bac. Quelques exemples, sans m'apesantir bien évidemment. Bon, ceux qui sont connus, notamment les CAP, sont les CAP de la bijouterie, de la joaillerie. Vous avez tout ce qui touche à la marqueterie, notamment à l'école Boulle. Vous aurez effectivement tout ce qui est encadreur, décoration céramique, staffeur ornementiste, un peu méconnu mais très utile puisque c'est un artisan qui intervient beaucoup dans le monde du bâtiment et qui vient mettre en valeur l'intérieur de nos maisons. Vous avez les métiers de l'enseigne et de la signalétique que vous allez trouver au lycée Corvisart. Vous avez bronzier, notamment ciseleur en bronze que vous pourrez trouver à l'école Boulle, bien connu. On n'oublie pas la mode, bien sûr, avec les métiers d'art, les métiers de la mode comme chapelier modiste que l'on va trouver à Octave Feuillet, un lycée du 16e. La tapisserie, la maroquinerie, l'horlogerie, tout ce qui va toucher plumassier, fleuriste, par exemple. Un petit point notamment pour ceux qui seraient intéressés par le CAP souffleur de verre qui est proposé à Dorian. Il y a une excellente série Netflix en ce moment sur les souffleurs de verre que je vous conseille, envers et contre tous, et vous pourrez voir effectivement à quel point il est intéressant d'avoir des compétences artistiques, mais aussi des compétences scientifiques pour pouvoir effectivement exercer dans certains métiers d'art et du design. Super. J'aurais une question, Bien sûr. Cédric. Est-ce qu'en CAP, on apprend aussi par des stages? Comment ça se... Vous avez effectivement, vous avez des périodes de stage qui sont longues, notamment, je crois que ça va jusqu'à 16 semaines. Vous avez aussi beaucoup de travaux en atelier. Donc là, on est accompagné pour acquérir les gestes. Vous avez aussi beaucoup de travaux pratiques qui sont intégrés dans la pédagogie. Je disais effectivement que la moitié du temps était réservé aux enseignements généraux. Le reste du temps est réservé notamment à l'acquisition des techniques et des savoir-faire précis justement pour accéder à un métier. Super, merci. Donc, Sans oublier que notamment les CAP peuvent se faire en alternance, ce qui est encore plus ouais, intéressant pour ceux qui veulent être dans le concret notamment. tout à fait. Et le CAP permet ensuite de continuer sur un bac pro, évidemment, si on le souhaite. Tout à fait. Si on veut commencer par un CAP, on peut tout à fait continuer après en intégrant directement une première de bac pro. Merci Pour beaucoup. un exemple très simple, la CAP souffleur de verre, option verre et scientifique, on peut continuer directement après en première bac pro, artisanat, métier d'art, option verrerie scientifique et technique par exemple. Merci et merci pour cette recommandation sur cette série Envers et contre tout. Avec plaisir. Et puis donc on peut passer à la slide suivante. Donc on va parler un petit peu plus des arts numériques, donc qui regroupent les pratiques artistiques issues notamment du domaine de l'informatique. À la question tout à l'heure que je posais moi-même d'ailleurs, est-ce qu'il faut absolument prendre des enseignements artistiques pour aller vers des filières artistiques plus tard? Non, pas obligatoirement. Par exemple, le bac pro système numérique, selon l'option choisie, peut vous ramener notamment après vers des filières informatiques qui mèneront également vers des filières plus artistiques dans le numérique notamment. On connaît bien le bac STMG, notamment management et gestion. On connaît moins son option SIG, système informatique de gestion, qui peut aussi ramener dans le giron de l'informatique et ramener éventuellement aussi, pour ceux qui le souhaitent, vers des filières artistiques dans le numérique.
Et vous avez également un bac technologique, donc qui lui ne sera pas STD2A Redesign, mais qui lui est STI2D, développement durable, notamment informatique et développement durable. Et ce bac technologique plus scientifique, hein, qui pourrait vous emmener, si vous le souhaitez, vers des écoles d'ingénieurs, peut tout à fait vous permettre d'intégrer des filières artistiques dans le numérique, dans les métiers du numérique. En fait, c'est même, pour te dire, c'est même un bac technologique qui est très apprécié au sein justement des formations qui mêlent numérique et artistique. Vous avez notamment, par exemple, pour une poursuite d'études, vous avez le bac SEO, système informatique des organisations, avec une option qui peut mener au métier de développeur. C'est l'option solution logicielle et application métier. Donc c'est un BTS auquel on peut accéder notamment après le bac STMG notamment, mais aussi après le bac STI2D. Vous avez notamment les BTS sur de la communication, qui est un diplôme qui peut vous ramener aussi vers tout ce qui touche au marketing, à la communication et aux filières artistiques dans le numérique. Et puis je voulais citer deux formations, on va dire nouvelles, même si elles ne le sont pas vraiment, mais qui commencent cette année, qui sont des bachelors universitaires technologiques, qui avant s'appelaient DUT en 2 ans, mais là, ça sera donc des BUT en 3 ans. Ce qui peut être conseillé, notamment pour ceux qui ont une appétence pour l'artistique, mais qui ont aussi des compétences scientifiques, eh bien le BUT informatique et puis le BUT MMI, donc métier du multimédia et de l'Internet, qui forme des développeurs, des game designers, et qui n'est pas réservé qu'à ceux qui auraient fait notamment un bac scientifique ou avec des enseignements de spécialité scientifique au préalable. Super, merci beaucoup. Et puis, pour terminer rapidement, je souhaitais quand même vous apporter quelques éléments d'information sur les études post-bac, pour vous montrer qu'en fait, quel que soit le bac choisi, pour vous rassurer au niveau de vos choix d'orientation qui peuvent être parfois un petit peu angoissants et surtout qui amènent à la question suivante, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je ne m'enferme pas dans une voie? Est-ce que les choses seront possibles par la suite? Mais bien évidemment, tout est beaucoup plus fluide et simple, on va dire, dans le post-bac. Il y a beaucoup de passerelles. Et non, de plus, aujourd'hui, on recherche beaucoup en entreprise ou même au sein des formations ce qu'on appelle des profils hybrides. C'est vraiment toujours plus recherché, toujours plus valorisé. Je vous donne un exemple qu'on peut trouver en Ile-de-France, qui est l'ingénieur IMAC, une formation publique. Donc, c'est image, enfin, c'est informatique, image et communication visuelle. En fait, ce sont des ingénieurs qui sont des personnes qui vont être formées dans un cycle d'ingénieurs et qui vont intégrer ce cycle notamment après un bac+2. Et ces bac+2 peuvent être différents. Ça peut être un BTS design graphique ou communication visuelle, comme on les appelait autrefois. On peut venir d'un BTS audiovisuel, voire d'une licence de cinéma, et rejoindre en fait dans cette formation des élèves qui, eux, au préalable, auront fait une classe prépa scientifique, vraiment type classique, maths, physique par exemple, ou quelqu'un qui sera passé, comme on l'a vu tout à l'heure, par un BUT informatique, un BUT MMI, une licence de mathématiques. Donc vraiment des profils variés. Et donc on retrouve au sein de cette formation des gens qui auront commencé par une voie plutôt artistique, plutôt créative, et des élèves qui seront plutôt passés par des filières très scientifiques. Donc voilà une forme d'hybridation aujourd'hui très recherchée. Autre chose, une hybridation donc en termes de formation intéressante, ça démarre également cette année. C'est l'université de Cergy qui a une école d'ingénieurs, CY Tech, et qui a également une école de design qui s'appelle CY également. Donc les deux formations se sont alliées en fait pour vous proposer un double diplôme ingénieur designer spécialisé en informatique. Donc une formation publique qui encore une fois va mêler différentes compétences et va former des élèves qui ont une appétence pour les sciences, aux sciences humaines, à l'art, aux connaissances artistiques, à l'histoire de l'art, pour en fait faire des profils qui seront qui auront à la fois des compétences scientifiques pointues, mais qui vont en plus pouvoir répondre aux exigences d'aujourd'hui, notamment dans le domaine numérique, en faisant par exemple des applications beaucoup plus ergonomiques, des interfaces qui seront peut-être plus adaptées à l'utilisation. Donc voilà, des compétences très intéressantes à mêler. Autre exemple, un petit peu plus ancien, mais qui n'est pas très connu, qui s'appelle l'Alliance Artem, qui va se trouver à Nancy. Là, c'est la volonté en fait d'une ville de rassembler au même lieu, sous un même lieu physique, 3 formations différentes, enfin au préalable conçues comme différentes. C'est une école de design, une école d'art et de design, une école d'ingénieur et vous avez aussi une école de commerce qui les a rejoints. Donc ces 3 écoles en fait vont fonctionner en synergie, c'est-à-dire que
chaque semaine, notamment je crois que c'est les vendredis après-midi, elle propose des ateliers communs à ses élèves pour que chacun puisse découvrir en fait les compétences de l'autre et puisse s'en imprégner. Par exemple, un ingénieur va rencontrer notamment un créatif pour voir un petit peu comment ils pourraient travailler ensemble à l'avenir. Un manager notamment va rencontrer des ingénieurs et va rencontrer les créatifs pour voir effectivement comment travailler ensemble. Donc des ingénieurs vont commencer un petit peu à réfléchir de manière conjointe avec des créatifs. euh, L'exemple de l'iPhone pourrait être un excellent exemple, notamment où on mêle à la fois le design et puis les connaissances scientifiques. Tout ça pour avoir effectivement après quelque chose qui soit agréable à enfin, à l'utilisateur. Et puis donc des managers qui seront à la fois on va dire sensibles à la dimension créative et puis qui auront effectivement déjà des connaissances scientifiques pour mieux aborder en fait certains secteurs, notamment dans les industries créatives par exemple. OK. Et puis, une dernière formation qui est assez emblématique aussi de ce processus d'hybridation, c'est l'École nationale supérieure de création industrielle, bien connue, une grande école d'art, qui a un partenariat avec la Sorbonne Université et propose notamment un double cursus à la fois sciences et design. Voilà, quelques exemples d'hybridation, mais c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg parce qu'il y a énormément de formations hybrides qui se créent aujourd'hui. On peut dire effectivement que c'est un petit peu la tendance et que c'est même peut-être l'avenir. Donc, au niveau des choix d'orientation, pas d'inquiétude et quelle que soit la voie qu'on prenne, il y aura la possibilité de s'ouvrir à autre chose de toute façon en, en post-bac. Donc, ce que vous nous dites, en fait, Cédric, c'est qu'on n'est pas marqué du sceau de son premier Absolument. choix. Vous Donc, n'êtes pas, tout à fait, vous n'êtes pas marqué au fer rouge ad vitam aeternam par vos choix post-troisième ou au sein d'un bac, quel qu'il soit, général, technologique. Non, la fluidité des parcours et vraiment ce processus d'hybridation en post-bac vous offre effectivement voilà, ne vous obligera pas à rester dans un domaine précis. Pour ceux vraiment qui ont cette hésitation, et c'est pas rare, entre les sciences et l'art, pas d'inquiétude. Vous pouvez tout à fait, effectivement, si vous le souhaitez, commencer par une formation plutôt scientifique pour mieux rejoindre après un domaine artistique, plus artistique, comme notamment les jeux vidéo, par exemple. ok, super. Donc ça, c'est intéressant parce que ce que vous dites aussi, c'est vraiment l'hybridation finalement possible dans les parcours. Et là encore, que on peut commencer par quelque chose et finalement, ça nous apporte toujours, par exemple, de commencer par les sciences pour aller vers l'art ou le contraire, ou de commencer par une formation applicative pour ensuite continuer à se spécialiser à post-bac. Tout cela est Ou- possible. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que lorsqu'on est au collège ou au lycée, on voit les choses de manière assez binaire parce qu'elles nous sont présentées comme ça, c'est normal. On présente les choses de manière assez simple pour mieux faire ses choix, en tout cas que ça soit plus facilement compréhensible, le post-bac ou même le temps du lycée. Mais c'est beaucoup moins fermé par la suite. On croise beaucoup plus les formations et les compétences et dans le milieu professionnel encore plus, bien évidemment. Donc si vous avez un goût pour les sciences, une pratique artistique notamment à côté, rien ne vous empêcherait effectivement d'aller vers un bac STI 2D ou de prendre des enseignements de spécialité scientifique ou de faire un bac pro plutôt scientifique. Vous pourrez effectivement rejoindre après, si vous le souhaitez, des filières artistiques. Super. J'en profite aussi pour dire que à Toumo Paris, donc on crée ce week-end Toumo Orientation en partenariat avec la plateforme TikTok que vous connaissez très très certainement. Et on va pouvoir dès le mois d'avril prochain mettre en place un programme d'accompagnement à l'orientation pour nos étudiantes et nos étudiants, en se disant que parmi toutes ces possibilités, ces filières, ce qui compte aussi, et Cédric, vous pourrez me répondre là-dessus, c'est un peu la connaissance de soi, c'est-à-dire se demander finalement qu'est-ce que j'aime, Oui, tout à fait. de quoi j'ai besoin, etc. Et donc on va réfléchir avec eux un petit peu là-dessus avec notre équipe pédagogique. Tout à fait. Et puis la quête de sens, quel sens on donne à ces études? Est-ce que dans quelle démarche on s'inscrit? Est-ce que au niveau des filières artistiques notamment, où en est-on au moment de ces choix? Est-ce qu'on s'inscrit vraiment dans une démarche sûre par rapport à l'art notamment? Et est-ce qu'on est sûr de soi? Et si on se sent vraiment, si on sent une vocation, une passion, effectivement, il y a des formations accessibles fin de troisième notamment. Et dans le cadre du lycée, effectivement, la question, c'est bien la connaissance de soi et de ses centres d'intérêt. Mm, complètement. Mais merci beaucoup, Cédric. Super. Avec plaisir. Moi, je reste avec vous si vous avez des questions pour tout à l'heure. Tout à fait. Oui, on se retrouve pour les questions du public tout à l'heure qui, à mon avis, vont être nombreuses là-dessus.
On va passer, si vous le voulez bien, à une autre présentation, donc cette fois-ci d'un acteur engagé dans les formations et notamment les métiers d'art. Il s'agit du campus des métiers d'art et du design. Et donc, nous recevons Carlos Trinda, qui est donc responsable de la programmation de l'action culturelle et pédagogique du campus des métiers d'art et du design. Peut-être, Carlos, dans un premier temps, vous pourrez nous dire rapidement ce que c'est que ce campus très particulier des métiers d'art et du design. Oui, bonjour, bonjour Lorraine. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de participer à cette table ronde. Et merci aussi Cédric pour votre présentation très riche. J'aimerais, d'ailleurs très riche, qui peut-être pour ceux et celles qui n'ont pas forcément qui connaissaient pas toutes ces formations, se sont rendus compte qu'il existe un grand nombre de formations, que ce soit après la troisième, après le bac. Et c'est vrai que c'est parfois un peu, voire même beaucoup complexe de retrouver tout ça, car il existe un nombre incalculable de formations. Et une des missions du campus des métiers d'art et du design, c'est de faire en sorte de vous donner toutes les clés en main pour vous retrouver dans cet océan de formation avec des noms parfois complexes, que ce soit du CAP, du BMA, Bac STD2A, Bac STD2I, enfin des noms complexes. Et l'intérêt du campus, c'est que vous pourrez vous pouvez trouver sur notre site toutes les formations qui existent en Île-de-France de façon assez simple par domaine. Donc, si c'est le bois qui vous intéresse, vous allez retrouver toutes les formations qui existent. Donc, juste pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, voilà. Donc, une des missions principales du campus est celle-ci, est de travailler en sorte que vous pouvez vous êtes dans l'orientation et pour le choix de vos formations. Mais je vais expliquer petit à petit l'intérêt du campus. Dans un deuxième temps, je vais déjà, dans un premier temps, essayer d'expliquer un peu, de contextualiser pourquoi le campus existe finalement, avant même d'expliquer Tout à quel est fait. son intérêt. On va regarder, on va Donc, regarder peut-être, Carlos et tout le monde, tout de suite votre présentation qui va apparaître à l'écran. oui, Et on va commencer donc cette présentation par une explication de ce campus, cette formation. Il est tout jeune, hein, ce campus. c'est ça. C'est effectivement, le campus existe il y a à peu près un an. Donc il est assez jeune, on a une petite équipe, mais on fait beaucoup de choses dans le but de valoriser les formations métiers d'art et design. Donc d'abord, pour ceux et celles qui habitent en région Île-de-France, j'ai envie de vous dire que vous avez beaucoup de chance de vivre, ou du moins de pouvoir vous former dans cette région en ce qui concerne les métiers liés à la culture, comme les métiers d'art et c'est du design, dont les métiers du numérique font partie. Car il faut savoir, comme l'a dit Cédric, que c'est à Paris et en Ile-de-France que l'on trouve le plus grand nombre d'artisans d'art et de designers. Et en plus d'être une des régions où l'on trouve le plus grand nombre de professionnels dans ces deux secteurs-là, c'est aussi une des régions où l'on trouve le plus de formations pour intégrer ces secteurs d'activité-là. En effet, en Île-de-France, il existe de nombreuses formations où l'on peut apprendre un métier d'art ou un métier lié au design à différents niveaux d'études. Donc, comme l'a dit Cédric, dès le niveau CAP jusqu'au niveau doctorat. Parce qu'on a parlé du bac, niveau post-bac, mais on peut en effet faire des études en métier d'art et design jusqu'au niveau bac plus 8. Souvent, ça va être de la recherche en matériaux, mais il faut garder ça en tête. Donc ça existe, ça vous paraît peut-être étrange, mais on peut en effet faire des études jusqu'au doctorat dans les domaines du métier d'art et du design. Mais ce qui est également important de retenir, c'est de se dire que dans le secteur des métiers d'art et du design, on peut rentrer assez rapidement dans le monde professionnel après un CAP, par exemple, comme l'a dit en effet Cédric, ou après un BMA. Le BMA, c'est ce qu'on appelle un brevet des métiers d'art et du design, qui équivaut à un niveau de bac, qui est une formation initiale qui est accessible aux candidats titulaires d'un CAP, donc d'un certificat d'aptitude professionnelle. Et le CAP, vous pouvez y accéder dès la troisième, donc dès l'année prochaine. Donc, après la troisième, vous pouvez intégrer un CAP, donc faire un CAP pendant 2 ans, puis faire un BMA.
Et ensuite, vous pouvez rentrer dans le monde professionnel ou, si vous voulez, vous pouvez continuer dans des études supérieures jusqu'au niveau licence en intégrant par exemple un DNMAD. Un DNMAD, c'est un diplôme national des métiers d'art et de design qui se fait en 3 ans. C'est ce qui fait actuellement Arthur et Anna, qui font un DNMAD numérique, qui vont nous présenter après. Donc un DNMAD équivaut à un bac+3, et après vous pouvez continuer en master ou en doctorat. Donc les métiers d'art ne s'arrêtent pas, les métiers d'art et du design ne s'arrêtent pas au CAP, contrairement aux idées reçues. Vous pouvez commencer par un CAP ébénisterie et finir docteur en design. Voilà, dans cette grande famille des métiers d'art, faut aussi, on peut peut-être, voilà, donc, parce que je ne voyais pas le. Donc, dans cette grande famille des métiers d'art, il faut se dire qu'il existe de nombreux domaines d'activité qui ont été d'ailleurs en partie détaillés par Cédric. On peut peut-être changer de slide pour voir les différents domaines qui existent. Nous, au campus des métiers d'art, on a divisé tous ces grands domaines. Ah, là, dans la slide, on peut voir ici dans cette slide, j'avais les différents progrès dès la 3e. Donc voilà, on peut les différents bacs qui ont été présentés jusqu'au BMA. Et puis ensuite, si on peut changer de slide, on voit du coup les diplômes post-bac. Et là, on voit qu'on peut aller effectivement jusqu'au doctorat, comme je vous l'ai dit. Et donc, on peut rechanger de slide. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur notre site internet du campus des métiers d'art et du design. Donc, dans toutes ces formations que je vous ai dit, il existe différents domaines d'activité. Nous, on a détaillé ça en 12 domaines. Donc, cela va de l'architecture, d'intérieur, de l'art du métal, l'art de la pierre. Mais vous pouvez trouver ça, tous les domaines sont détaillés sur notre site internet avec les formations possibles dans ces domaines-là. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'il existe des passerelles, donc comme vous l'avez dit, entre tous ces domaines-là. Ce n'est pas parce que vous faites un CAP, donc mettons, là, vous rentrez après la 3e, vous faites un CAP taille de pierre, que vous ne pouvez pas devenir designer d'objets ou designer objet d'espace. Designer d'espace, pardon. Vous n'êtes effectivement pas cantonné à un métier quand vous rentrez dans une filière après la 3e ou même après le bac. Ce qui est intéressant dans les métiers d'art et du design, c'est qu'il y a énormément de passerelles et ça, il faut le retenir. Il faut garder ça en tête. Donc voilà. Donc je vous ai dit tout ça. Maintenant, peut-être ce que vous dites, à quoi on sert, nous, à quoi sert le campus des métiers d'art et du design. Donc nous, campus des métiers d'art et du design, on a pour mission de faire en sorte que tous les acteurs des métiers d'art et du design travaillent ensemble. En d'autres termes, faire en sorte que les artisans d'art, les designers, les futurs étudiants, les lycéens, les institutions culturelles, et j'en passe, travaillent ensemble sur des projets en réseau. Nous avons de nombreux partenaires, voilà, comme on peut le voir dans cette slide, nous avons de nombreux partenaires au campus. Cela va des institutions culturelles très réputées, comme le Musée des Arts Déco, que vous connaissez peut-être, ou la Cité céramique de Sèvres, ou encore le Mobilier National. Nous avons également comme partenaires des organisations professionnelles, comme des entreprises telles que Hermès, LVMH, que vous connaissez peut-être, ou également des incubateurs comme les Ateliers de Paris. Et j'en passe encore une fois, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet. Mais ce qui va surtout vous intéresser aujourd'hui, c'est nos membres partenaires de formation, c'est-à-dire les établissements de formation qui sont partenaires du campus. Au total, nous avons 30 établissements qui sont partenaires du campus, dont 16 lycées professionnels. Un certain d'entre eux, de ces lycées-là ont été cités par Cédric, comme le lycée d'Orient, où vous pouvez vous former au métier du verre, au souffleur de verre, ou le lycée également Octave Feuillet, où vous allez plutôt vous former aux métiers liés à la plumasserie textile, qui sont nos partenaires. Nous avons, en plus des 16 lycées professionnels et technologiques, nous avons 8 écoles supérieures, dont 4 en design, donc l'ENSAD, l'école bleue, Camondo, l'EPSA, qui sont de très bonnes écoles que vous pouvez intégrer après le bac, mais pas forcément après un bac. Vous pouvez l'intégrer après un BMA, comme je vous l'ai expliqué, ou après un bac pro ou un bac général. Donc, il y a différentes entrées possibles dans ces écoles supérieures d'art appliqué ou de design.
Et encore une fois, la liste, elle est complète sur notre site internet. Voilà. Ce qui est également, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'effectivement, il existe un grand nombre de métiers aujourd'hui qui sont assez méconnus. Et c'est là l'une des missions principales du campus, c'est de valoriser ces filières-là et de les faire connaître au plus grand public, car il faut les rendre visibles. Et d'ailleurs, la situation est assez paradoxale, selon moi, car tous ces métiers d'art, du moins un grand nombre de métiers d'art et design sont assez reconnus, sont assez valorisés, c'est-à-dire par exemple, euh, aujourd'hui on connaît tous des grands designers, le métier d'ébéniste aussi, c'est des métiers qui sont assez réputés, assez reconnus. Mais par contre, les formations en elles-mêmes ne le sont pas du tout. Pour certains parents, par exemple, le seul intitulé du diplôme renvoie à des peurs. Je parle bien là du CAP ou de la voie professionnelle. C'est des diplômes qui font peur, à la fois aux parents ou aux élèves. Donc, selon moi, il faut mieux informer et valoriser ces formations-là et ces parcours-là qui sont ambitieux pour les jeunes. Donc, le pari pour le campus des métiers d'art est de toucher des publics éloignés du monde de la culture, de leur faire savoir que ces formations et que ces parcours existent et qui sont possibles. Et surtout, il y a de l'embauche après. Il y a du travail. Il faut également, selon moi, préserver les continuités des formations entre les voies professionnelles. Donc, pour les élèves qui sont issus de CAP, de BMA, de Bac Pro, de Bac technologique, qui puissent, après ces formations-là, intégrer le post-bac dans des écoles supérieures d'art appliqué, par exemple. Donc, pour moi, c'est important de préserver cette continuité d'études, car il faut la réalité aujourd'hui, c'est que ce sont des formations très sélectives. Pour vous dire euh, l'ordre de grandeur, on va dire pour 30 demandes à peu près dans ces écoles d'art appliqué, pour 30 demandes, on va garder une personne. Donc, le rôle du campus aujourd'hui, c'est de faire en sorte de valoriser les personnes qui sont issues de voies professionnelles et qui, eux aussi, aient la chance et des totales capacités d'intégrer des écoles d'art appliqué après, donc de poursuivre en études supérieures. Et c'est ce que vont nous expliquer aussi Anna et Arthur dans quelques minutes. Ce qu'on comprend, en fait, merci beaucoup, Carlos, pour cette présentation qui est très claire et engagée. Et ce qu'on en retient aussi, c'est vraiment que l'action du campus des métiers d'art et du design, c'est finalement relever aussi tous ces métiers et ces formations de départ comme filière d'excellence, quelque part. C'est ça, effectivement. Et puis, du coup, nous, on essaye de mettre en place des projets pour justement être dans cette continuité-là et faire en sorte que ces métiers soient considérés, ils le sont déjà, mais qu'ils soient considérés aux yeux de tous des métiers d'excellence, à la fois par. Donc, je vais vous donner un exemple qui est, nous sommes en train de créer actuellement un bachelor avec le CNAM et les AM. Donc, c'est un bachelor entrepreneuriat en métier d'art, parce qu'en fait, avec le campus des métiers d'art, on s'est rendu compte que après un CAP, après un BMA, après un bac pro, bah, il y a beaucoup d'étudiants, effectivement, qui ont surtout après un CAP et un BMA, parce que c'est des formations où on va vraiment apprendre la technique et on va être, et donc on va avoir vraiment des bases très solides en termes de technique dans un métier très précis, donc mettons ébéniste. Donc on va apprendre le métier d'ébéniste, mais une fois après son CAP ou son BMA, bah, on s'est rendu compte que la plupart de ces étudiants-là n'avaient pas les connaissances nécessaires pour pouvoir créer leur propre entreprise, donc, ou même de reprendre une entreprise. Et donc, en fait, nous, on est en train de mettre en place un bachelor en 3 ans, donc qui est accessible après un bac, donc au niveau BMA ou un bac pro. Donc, pendant 3 ans, vous allez pouvoir vous former à l'entrepreneuriat, entrepreneuriat métier d'art. Donc, pendant 3 ans, vous allez être en alternance à la fois pendant une partie du temps, vous allez pouvoir continuer et vous améliorer dans votre technique. Donc, peu importe de quel domaine d'activité de métier d'art vous venez, vous pouvez continuer à vous perfectionner. Et à côté de ça, bah, vous allez avoir des cours beaucoup plus théoriques, que ce soit des cours de gestion, de droit, de management.
Et à la fin de ces 3 ans, vous serez totalement capable d'ouvrir votre propre entreprise. Donc, vous allez avoir tous les moyens, les cartes en main pour créer votre entreprise et être votre propre patron. Donc voilà, ça c'est un des projets que nous mettons en place avec le campus des métiers d'art, parmi d'autres. Donc là, ça va toucher plutôt les élèves qui sont CAP et BMA ou Bac Pro. Et nous faisons aussi des projets. Nous avons par exemple mené un projet très intéressant avec des écoles d'art appliqué partenaires du campus, où nous avons fait travailler des jeunes étudiants en DNMAD espace sur une réflexion autour du mobilier du Conseil de la table des ministres. Il faut savoir que les ministres se rejoignent tous les mercredis matins à l'Élysée. Ils sont assis sur du mobilier, et ça faisait un certain temps que ce mobilier existait, et c'était un mobilier qui était un mobilier d'usage et qui était... on peut peut-être mettre l'autre slide parce qu'on voit vraiment la différence. On voit la photo du mobilier d'avant. Donc voilà, donc là vous pouvez voir à votre gauche, ça c'était le mobilier existant qui était utilisé par le Conseil des ministres. Et c'est dans une salle qui n'est pas utilisée que pour cet usage-là. Donc c'était du mobilier qui était démontable. Donc, il fallait garder le ranger. Et ce n'était pas du tout pratique parce que c'était assez lourd. En fait, nous, on a fait réfléchir nos étudiants en DNMAD pour qu'ils pensent ce mobilier-là avec pas mal de contraintes. Il faut savoir qu'ils ont très bien joué le jeu. Ils ont réussi à sortir des très beaux projets. Pour information, c'est 5 écoles qui ont participé au concours. C'était l'école Camondo, l'ENSAMA, l'école Boulle, l'ENSAD et l'école Bleue. Et au final, on a eu 5 lauréats. Donc, 5 projets ont été récompensés. Ces projets-là, ils sont aujourd'hui ils sont en train d'être réalisés en mobilier national. Et donc, d'ici la fin de l'année, nos ministres vont s'asseoir sur du mobilier qui a été réalisé par des étudiants. Et pour nous, ça, c'est une façon aussi de valoriser les filières des métiers d'art et du design. C'est de faire en sorte de donner la chance aux jeunes créateurs en devenir. Et ça, c'était un concours qu'on a mis en place et qui a finalement donné lieu à une exposition d'une envergure assez importante au Musée national, où on a fait venir, vous pouvez voir sur cette photo, la ministre de la Culture est venue pour donner le prix aux étudiants. Il y a aussi Brigitte Macron qui est venu également à cette exposition. C'était un moment très important pour les étudiants d'échange, et aussi c'était un moment, bien qu'ils soient encore en licence, c'était un moment où ils ont pu montrer leur savoir-faire, et ça leur a ouvert clairement des portes pour plus tard. Et c'est tout l'intérêt d'appartenir à des établissements qui eux-mêmes sont membres du campus. C'est de pouvoir participer à ce type de concours ou à d'autres projets que nous on met en place pour valoriser vos travaux pour vos carrières futures. Ouais. On avait hier merci beaucoup Carlos encore une fois, on avait hier donc une table ronde sur la création du numérique, quel parcours, quel métier, et on a pas mal parlé effectivement de cette idée de valorisation et apprendre en fait cela dans une école à se valoriser son travail, que ce soit un travail individuel ou collectif, c'est effectivement extrêmement important dans ce type de formation. Donc c'est une belle action du campus des métiers d'art et du design que de les accompagner, ces étudiants, jusqu'à la valorisation de leurs travaux. Allez-y, pardon. Non, parce que ça me fait penser effectivement, quand on parle de la valorisation des travaux, ça me fait penser au chef-d'œuvre. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un CAP, on doit réaliser un chef-d'œuvre en 2 ans. Et le chef-d'œuvre est un peu l'œuvre finale de peu importe le CAP que vous allez réaliser, que ce soit en ébénisterie, en plumasserie. Au bout de 2 ans, vous allez devoir réaliser un chef-d'œuvre. Donc, c'est un peu votre création ultime, votre aboutissement de savoir-faire dans votre domaine d'activité. Et donc,
soit vous allez devoir le présenter face à un jury. Et une des contraintes est de savoir le valoriser, donc de savoir comment vous allez pouvoir en parler, faire la publicité de votre chef-d'œuvre. Et le campus des métiers d'art, nous, on fait en sorte que vous fassiez ce travail-là avec des étudiants qui sont, eux, en DNMA d'illustration, en médiation culturelle, enfin, des étudiants qui, eux, pour le coup, c'est leur métier de valoriser. Donc, nous, on crée des workshops entre les étudiants, des élèves en CAP et des étudiants pour pouvoir élaborer la valorisation de leur chef-d'œuvre. Oui, Donc, tout ça à m'a fait fait, penser ouais. un Oui, ce peu qui est génial, c'est que à ça ça. crée aussi des synergies entre les étudiants eux-mêmes et Dieu sait qu'on apprend aussi par les autres et par les rencontres qu'on fait avec ses pairs. Nous, c'est ce qu'on affectionne beaucoup à l'école Toumo Paris, en tout cas. Donc, c'est aussi une continuité d'action qui est très judicieuse. Peut-être qu'on va faire appel à Arthur et à Anna qui vont nous rejoindre pour pouvoir aussi dialoguer justement à partir de vos expériences, de ce DNMAT que vous faites actuellement à l'école Estienne, mais de votre parcours aussi, puisque vous venez tous les deux d'un bac pro, un bac pro option communication visuelle et plurimédia. Donc peut-être à tous les deux, encore une fois, merci beaucoup de votre disponibilité. Et je vais vous poser une première question qui est toute simple. Pourquoi et comment vous avez fait ce choix d'un bac pro tous les deux? Comment ça s'est passé? Anna peut-être en premier et puis Arthur, la soprane. Merci. Moi, pour ma part, j'ai choisi de faire un bac pro. Je me suis réorientée après avoir commencé 3 mois en lycée général. Mais je me suis rapidement rendu compte que voilà, ma méthode de travail était peut-être pas assez convenable pour un lycée général, parce que c'était un petit peu trop dur pour moi. Et j'ai eu toujours cette envie et cette volonté de amener un peu d'art dans mes études et d'étudier en art. Et donc, voilà, c'était un peu l'option euh, qui était là pour moi. Et du coup, voilà, après 3 mois en général, je suis rentrée du coup au lycée Argouges à Grenoble en CBPM, en bac pro. Et je suis restée du coup jusqu'à la terminale. Voilà. Merci beaucoup. Et pour vous, Arthur, comment ce Euh, choix s'est opéré? Pour moi, c'était pour avoir assez rapidement quelque chose de professionnalisant. En fait, c'était pour avoir une formation assez concrète, c'est-à-dire d'avoir des cours techniques ou qui nous seront directement utiles en sortant, par exemple, de l'école ou dans des poursuites d'études. Du coup, moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait, c'était de pouvoir tout de suite commencer à découvrir un domaine qui est le graphisme pour mon cas. Voilà. Ok, merci. Et alors, comment ça se passe un enseignement dans ce bac pro, donc CVP, c'est comme ça que vous l'appelez ou Comme visuel plurimédia. CVPM, ouais. c'est BPM, pardon. Ok. Comment ça se passe pendant votre apprentissage? De quoi il se construit? Qu'est-ce que vous avez appris finalement dans ce bac pro? Peut-être Anna pour commencer? Moi, pour ma part, j'imagine que tous les... Ah oui, pardon. Pour ma part, je pense que c'est à peu près pareil pour tous les bacs pro CVPM, mais le but, c'est surtout d'apprendre les logiciels utilisés plus fréquemment dans le graphisme, qui sont du coup les logiciels de Adobe, notamment, souvent. Et donc, voilà, pendant les 3 ans, on se spécialise dans les logiciels de graphisme comme InDesign, Photoshop et Illustrator, et c'est surtout ça. Et moi, c'était plus spécialisé vraiment dans le print, où on apprenait donc à tout ce qui était charte graphique, création de logos, de flyers pour des événements, de brochures. Et voilà, c'était surtout ça, quoi. Mais dans le côté plus graphisme imprimé. Et à côté de ça, du coup, aussi, tout ce qui vient avec la formation en imprimerie, un peu aussi, de connaître tout ce qui est les reliures de papier, etc., l'impression, et voilà. Et vous aviez des examens sous quelle fréquence? Enfin, comment ça se passe en termes d'examens? Vous avez quelque chose en fin d'année ou bien c'est plusieurs rendus en fait un peu tout le temps?
Moi, c'était surtout c'était un peu comme au lycée finalement, pour valider l'année, quoi. Où vraiment, c'était journée entière où on avait un sujet, un cahier de charge sur un faux projet, quoi. Par exemple, je sais pas, refaire la communication du théâtre de, je sais pas, l'Arsenal ou un truc comme ça. Et donc après, on devait penser à remettre à jour le logo et vraiment soigneusement regarder tout le cahier des charges et pour que ça soit vraiment côté très professionnel si jamais un graphiste est à faire quoi. Et donc, voilà, on a les contrôles continus, plus les examens de fin d'année. Et voilà, c'était ça. Je sais Super, pas ok, si pour merci. Arthur c'était différent. Oui, c'était un peu différent, même si c'est la même formation, c'est pas la même école. Du coup, nous, on n'était pas autant concentrés forcément sur les logiciels, par exemple, de la suite Adobe, où nous, on travaillait beaucoup sur des refs papier avant, et on avait des cours, par exemple, de typographie, où on apprenait à dessiner de la typographie et à comprendre des bases typographiques importantes. On avait aussi un certain bagage qu'on nous apportait avec des cours d'histoire de l'art, plus des cours de culture des arts et du design. Du coup, nous, c'était peut-être un peu moins technique ou en tout cas concentré sur spécifiquement que des logiciels, même si on avait quand même pas mal de cours avec. Euh, et après, pour tout ce qui est examen, je pense que c'était pareil, c'était des examens en contrôle continu en fait, pour à la fin, après valider le bac avec quand même quelques épreuves qui sont toutes à la fin, comme le français, l'histoire ou certaines autres matières. Ok. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, d'aller plus loin après ce bac pro? Vous auriez pu peut-être avoir votre bac pro en poche et être directement sur une professionnalisation. Vous avez fait le choix de continuer tous les deux vers un DN MAD. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là? C'est vrai que j'avais hésité un moment de éventuellement arrêter après mon bac. Euh, Parce qu'avec, j'imaginais qu'avec toute l'expérience professionnelle que j'ai eue grâce au stage durant les 3 ans de bac pro, je pouvais éventuellement me lancer directement en graphisme, etc., dans une agence éventuellement ou dans une mairie ou peu importe. Mais c'est vrai qu'avec mes profs m'ont recommandé de continuer et de me spécialiser et du coup plus en numérique. Parce que j'avais fait 3 ans du graphisme très print et de communication, quoi, dans la communication. Et donc, ils m'ont recommandé donc, certaines écoles un peu partout dans France où ils m'ont dit, voilà, l'histoire en numérique, c'est toujours un plus. Et puis, j'étais toujours tentée quand même de continuer mes études. Donc, voilà, c'est surtout pour ça, quoi. Pour me spécialiser encore plus en design graphique, mais numérique, du coup. D'accord. Oui, le numérique intervient en fait véritablement à ce niveau DN-MAD post-bac. Donc, ok. Arthur, Oui. pour vous alors, comment ça s'est... Bah, moi, pour choisir une poursuite d'études, en fait, j'avais fait à Paris des stages, tout ça. Et je trouvais quand même que c'était un peu léger de juste avoir ça et après chercher un travail. C'est complètement faisable. J'ai fait des stages en entreprise où on me disait que ils avaient plus rien à m'apprendre dans le graphisme, ou en tout cas plus rien, pas forcément, mais que j'avais un niveau suffisant pour pouvoir commencer à travailler. Mhm. Et moi, je voulais poursuivre plus et surtout dans des domaines beaucoup plus spécialisés. Si on veut faire du graphisme, j'ai envie de dire simple, des flyers, pas mal de print, ça fera très bien l'affaire. Mais si on veut vraiment se tourner vers du numérique, que ça soit de la vidéo, du web, ou même du jeu vidéo, c'est pas suffisant si on veut avoir quelque chose de vraiment spécialisé. Voilà, pour moi, c'était un peu ça. Alors, j'aurais une dernière question pour tous les deux. Quel est peut-être, comment vous vous voyez dans quel avenir aussi professionnel par rapport à ce choix de spécialisation maintenant? Arthur, est-ce que c'est le jeu vidéo pour vous? Est-ce que c'est autre chose? Et Anna, pareil. Est-ce que vous avez maintenant vu vraiment un domaine de prédilection dans le design graphique et notamment numérique? Pour ma part, maintenant, je ne sais pas spécifiquement
quel poste, quel métier j'aimerais faire plus tard. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Estienne, enfin même dans quelle école d'art, ENMAD numérique ou art, euh, dès qu'on travaille là-dedans, dès qu'on étudie là-dedans, on se rend compte qu'il y a plein de domaines et que dans plein, c'est des trucs super spécifiques qui mènent tous au design numérique souvent et qui m'intéressent tous et que j'aimerais tous faire un peu. Autant j'aimerais peut-être trouver quelque chose de faire de la scénographie numérique ou alors ouais, justement de l'animation pour des clips vidéo ou bien de l'interface pour des applications mobiles, de la 3D pour peut-être quelque chose de un peu plus une pub pour un parfum, j'en sais rien. Enfin, c'est hyper large et tout me plaît un petit peu. Et on peut très bien faire aussi de la bande dessinée et du game design justement aussi. Euh, mais je sais pas trop pour l'instant, mais pareil aussi la grande question de est-ce que je penserais à travailler indépendant ou directement dans une agence studio ou dans une grande entreprise. Pour moi, c'est encore un peu large. Je dois me chercher encore et trouver ce qui me convient le mieux, quoi. Merci beaucoup, Anna. En fait, ça me fait rebondir encore une fois et ça me fait repenser à notre table ronde d'hier où on se disait plein de choses et notamment que on n'est pas forcément obligé de faire un seul métier toute sa vie aujourd'hui et avec une bonne formation et on est souple et agile et en fait, on peut continuer. Enfin, vous pourrez découvrir plein d'applications professionnelles différentes dans votre formation, tout simplement. Et après, oui, on parlait aussi notamment des expériences professionnelles de stage qui sont extrêmement importantes pour peut-être découvrir plus encore concrètement certains secteurs et faire un premier choix par rapport à ça. Arthur, pour vous, vous avez aussi Bah moi, plein en fait, d'idées? ouais, bah moi étant en dernière année du DNMAD, du coup, je suis dans la période où on cherche soit une poursuite dans d'autres formations ou directement aller travailler. Du coup, oui, pour notre DNMAD numérique à l'école Estienne, il y a pas mal de poursuites d'études disponibles, juste du fait que ça soit numérique, du coup ouvert à énormément de domaines, que ça soit le jeu vidéo, le design web, le motion aussi. Du coup, oui, moi j'aimerais avoir une poursuite d'études. Par la suite, j'ai déjà fait des candidatures comme à l'Engmin ou à d'autres écoles Super. et du coup, ce qui par contre je sais par exemple que le DNMA dans 3 ans, est suffisant pour, pouvoir, travailler professionnellement. On a quand même un très bon niveau et surtout une chose importante, c'est on nous a donné, je pense, les bases pour pouvoir après, progresser par nous-mêmes, surtout, dans notre période actuelle où le numérique, grâce à YouTube, aux tutos ou à toutes ces choses-là, on peut, s progresser tout au long, même en commençant à travailler, si on a les bases, si on nous a donné des bases quand même pour bien se développer, plus tard. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que vous parlez tous les deux positivement de formations qui vous ont donné confiance en vous, ce qui est certainement une des Oui, meilleures, enfin, des qualités premières d'une formation, quelque part, c'est d'encourager et de faire prendre conscience de ses capacités, de ses forces. Donc, bravo là-dessus. Vraiment, c'est très chouette. Bah, bonne continuation à vous. On va se retrouver tout à l'heure pour les questions aussi avec les publics qui vont être nombreuses, à mon avis, sur vos différentes merci. expériences, stages, etc. Donc, merci beaucoup. Et on va terminer ces présentations avant de passer enfin aux questions avec les publics par l'intervention de Dominique Bonneau, qui est donc le coordinateur des enseignements de cinéma au lycée Sugère, un lycée assez spécial puisque c'est un lycée estampillé, labellisé métier de l'image et du son. Il n'y a que 2 lycées en France qui ont cette labellisation. Et peut-être avant même de commencer votre intervention, Dominique, on va lancer une vidéo qui va nous permettre de visiter cet établissement assez particulier, qui est aussi implanté sur un territoire, le territoire de Seine-Saint-Denis. Vous allez nous dire ça juste après, on va regarder cette vidéo. On se retrouve ici, dans la cour de Sugère, avec derrière moi le bâtiment A, ouvert en 1994, le bâtiment principal du lycée Sugère.
Et à ma gauche, le bâtiment B, ouvert en 2011, dédié au pôle image et son. On se retrouve ici bien au chaud dans le grand hall du bâtiment B où vous allez me suivre pour qu'on aille voir ensemble les salles de cinéma audiovisuel. On se retrouve maintenant pour aller visiter une des salles de cinéma. On se retrouve donc ici dans une des salles de cinéma audiovisuel qui est équipée de 3 box de montage. Dans ce box, Eva et Liana sont en train de travailler sur 2 des postes de montage que nous avons ici. Nous en avons 24 reliés à un nodal audiovisuel. Ces postes de montage nous permettent d'avoir le confort de travailler individuellement en post-production. Mais je les dérange pas plus longtemps. Les postes sur lesquels nous travaillons la post-production nous permettent aussi de travailler la pré-production. Ici, mon pote Jérém est en train de travailler sur Kit Scénariste, sur le scénario d'un de nos courts-métrages. Maintenant, je vous propose d'aller voir le reste des locaux. J'ai donc quitté notre salle de classe pour arriver ici, sur un des 2 grands plateaux qui nous permettent de tourner nos projets. Derrière moi, le cyclo 2 pans, ainsi que les multicams. Je vous propose de suivre, on va continuer la visite. Cette salle, c'est la régie, celle qui permet de contrôler le plateau que nous venons de quitter. Devant moi, l'élément crucial, le plus important, le mélangeur vidéo. Maintenant, je vous propose d'aller voir le nodal. On est ici, dans le cœur du pôle image et son, le nodal. C'est ici que toutes les informations sont stockées. D'ailleurs, les postes que vous avez vus tout à l'heure sont reliés à cette petite beauté. En attendant, si la visite vous a plu, j'espère qu'on se revoit ici en septembre. À bientôt! Donc Dominique, coordinateur de l'enseignement cinéma de ce lycée suggère des métiers de l'image et du son. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce lycée après avoir vu cette vidéo? Volontiers, Lorraine, et merci de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, je suis le coordinateur de l'enseignement de cinéma au lycée Sugère, donc, qui est un lycée implanté, comme vous l'avez dit. Il est quasiment adossé au Stade de France en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis même. C'est un lycée qui est ouvert en 1994 et à partir de 2000, en fait, l'option est née. Un an plus tard, en 2001, il y a eu la création du BTS audiovisuel avec 2 des 5 options en 2001, maintenant on a 5 options. Et en 2010, nous avons obtenu donc la labellisation lycée des métiers de l'image et du son, comme vous l'avez dit, donc un des 2 seuls établissements publics en France à avoir cette labellisation. Labellisation qui est due au fait que nous avons des formations autour de l'image et du son. Nous avons un bac pro photo, l'option, la spécialité cinéma donc dans l'enseignement secondaire et le BTS audiovisuel comme poursuite d'études post-bac. Voilà. Donc cet enseignement, c'est un enseignement particulier, comme le disait Cédric tout à l'heure. Il fait partie des enseignements artistiques, les options art. Et cet enseignement donc fonctionne en partenariat avec un cinéma d'art et d'essai, l'écran de Saint-Denis en l'occurrence, et bénéficie d'une subvention DRAC qui permet donc de faire venir très très régulièrement, quels que soient les niveaux des élèves seconde, première ou terminale, des intervenants extérieurs, des professionnels. Donc on a régulièrement des scénaristes qui viennent aider les élèves à l'écriture, des réalisateurs, des comédiens, des truquistes. Désolé donc pour le problème de diffusion de la petite pastille. Ces éléments-là, vous pouvez les retrouver de toute façon sur la chaîne YouTube du lycée Sugère
où vous allez retrouver donc les portes ouvertes du mois de février qui ont été captées et qui seront rediffusables à l'infini. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous parlais avant ce petit incident, de la dimension partenariale. Donc, nous avons un partenaire qui est le cinéma L'Écran de Saint-Denis, cinéma d'arrêt d'essai. Et nous sommes adossés à une subvention DRAC, comme beaucoup de ces enseignements artistiques, pour faire intervenir régulièrement et accompagner nos élèves par des professionnels, scénaristes, réalisateurs, comédiens, truquistes, ingénieurs du son, etc. Alors, cette option cinéma, je ne sais pas si le PNG est visible. S'il ne l'était pas, pareil, je vous renvoie sur le site du lycée où vous retrouverez tout un organigramme qui synthétise les propos que je vais vous donner maintenant. Donc, cet enseignement est accessible dès la seconde, donc aux élèves qui sortent de troisième, sous la forme d'un enseignement qui s'appelle enseignement optionnel cinéma audiovisuel depuis la réforme. C'est un enseignement donc en seconde qui représente un volume de 3 heures continu dans la semaine, où les élèves vont être amenés à développer une culture cinématographique à travers l'histoire du cinéma, le langage du cinéma, l'analyse filmique, et également beaucoup de travaux pratiques. Donc, il y a un gros aspect pratique dans cette formation-là, où les élèves vont être initiés aux appareils de prise de vue, caméra, appareils photo de type réflexe qui permet de faire, qui est de plus en plus utilisé donc dans la profession, appareils de prise de son, matériel d'éclairage, mise en place de scénos pour les petites formes de seconde. Alors, une chose à savoir aussi, c'est que nous avons un partenariat avec Adobe. Donc, en France, on aime bien dire Adobe, mais voilà, dans la langue de Shakespeare, on dit Adobe. Tous nos élèves donc ont une licence Adobe CC qui leur permet d'avoir donc la suite à leur disposition à la maison et pouvoir approfondir, travailler sur les logiciels qu'on va manipuler comme Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Audition, enfin voilà, tous ces logiciels qui servent actuellement donc à la fabrication des images numériques. À l'issue de la classe de seconde, les élèves vont pouvoir choisir donc de continuer sous deux formes. Soit ils vont choisir en spécialité la poursuite de leurs études à partir de la première, soit ils ne le prendront pas en spécialité, mais ils pourront continuer en optionnel. En spécialité, donc, ça représente en première 4 heures hebdomadaires et 6 heures en terminale, alors qu'en optionnel, ça représente en première 3 heures et 3 heures en terminale. Voilà. Une des particularités aussi, c'est qu'un élève qui le désire en spécialité peut aussi faire le cumul avec l'optionnel, c'est-à-dire en première peut avoir jusqu'à 7 heures d'enseignement de cinéma et en terminale jusqu'à 9 heures. Voilà. Au niveau, donc, je vous ai parlé rapidement du contenu, de ce qu'on y faisait. Je vais vous parler également des parcours qu'on essaie de mener avec tous nos lycéens. Donc, ce qu'on appelle parcours, ça représente en gros le nombre de sorties, soit au cinéma, soit en festival. Donc, on essaie de faire sur une année scolaire entre 6, 7, voire plus, ça dépend, de sorties, rencontres à l'extérieur du lycée. Donc, comme je le disais, ces sorties peuvent être de l'ordre d'une découverte d'un film au cinéma avec souvent l'équipe. Depuis maintenant 2-3 ans, on participe à la quinzaine des réalisateurs au cinéma à l'écran, donc qui permet aux élèves de découvrir une œuvre qui a été primée à la quinzaine des réalisateurs, accompagnée de leurs réalisateurs. On les emmène sur 2 festivals donc de notre partenaire, le cinéma à l'écran, c'est le festival Les Journées cinématographiques et le festival du panorama du cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient, le PCMMO, qui cette année, voilà, on vient de terminer ce festival, la 16e édition. On les emmène également souvent au Forum des images, dans le cadre par exemple du cinéma du réel, mais également aussi sur la découverte du carrefour de l'animation, donc qui est un moment
où les élèves vont découvrir des films d'animation accompagnés par leurs réalisateurs, mais également aussi des étudiants, parce que souvent il y a un cadre exquis qui est organisé, donc ça permet aux élèves voilà, de rencontrer, d'échanger avec ces élèves-là. Et je voudrais signifier donc un festival auquel on participe maintenant depuis 7-8 ans. Si on demande à ces élèves qu'est-ce qu'ils ont aimé sur leur parcours de 3 ans, c'est ce festival qui ressort, c'est le festival du film de Sarlat, donc dans le Périgord, où les élèves, pendant une semaine, vont être en immersion totale, voir des œuvres des 4 coins du monde avec les équipes. Voilà, c'est un moment d'une richesse très, très importante pour ces élèves-là. Pour terminer, parce qu'on a dépassé un petit peu l'horaire et j'essaie d'être le plus concis, je Merci. voudrais signifier que ces enseignements ne sont pas des enseignements professionnels. Ils ne débouchent pas sur, par rapport à ce qu'on a pu entendre précédemment sur les formations type CAP, BEP, qui sont vraiment des formations, elles, professionnalisantes. Cet enseignement ne donne aucune certification à l'issue, mais offre un atout incontournable sur la poursuite d'études, notamment vers des filières adossées au cinéma ou à l'audiovisuel, comme par exemple le BTS audiovisuel que nous avons à Sugère et que d'ailleurs nous présenterons cet après-midi dans le cadre de la table ronde à partir de 14h, si mes souvenirs sont bons. En Tout tout à cas, fait, voilà, tout à fait, Dominique, dans le cadre du salon virtuel cet après-midi à 14h, on recommence avec vous pour que vous présentiez ce BTS. Voilà. Et en tout cas, sachez que vous retrouverez toutes ces informations-là et les petites pastilles qui n'ont pas pu malheureusement être diffusées, voilà, sur le site du lycée, donc sugère.fr, ou sur la chaîne YouTube. Il suffit de taper lycée Sugère et on accède très très aisément. Et vous pourrez trouver notamment nos portes ouvertes du mois de février, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en accès illimité. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. C'est vrai que ce site et le travail vidéo qui a été fait par toute l'équipe en fait, enseignante et les étudiants pour parler de cet enseignement sur le site du lycée Sugère vaut vraiment, vraiment le détour. Donc, public, je vous invite à aller regarder cela si le cinéma, une formation cinéma générale vous intéresse. J'avais quand même une petite question, Dominique, avant qu'on passe aux questions des publics. Est-ce que ça vous arrive quand même d'avoir des étudiants qui vous disent très clairement, en terminale par exemple, bah, moi j'ai envie de faire tel métier dans le son, etc. Ou bien ils ne sont pas encore décidés à ce moment-là, puisque ce n'est pas professionnel. Enfin, pour vous donner l'exemple, alors cette année, j'ai une toute petite jauge en spécialité en terminale. Ils sont 9 et sur les 9, j'en ai 4 voilà, qui désirent continuer en BTS. Donc, à l'heure actuelle, on est, on va dire, sur la dernière phase pour les élèves par rapport à leurs vœux de Parcoursup, parce que tout passe par Parcoursup. Et donc, allez, quasiment la moitié de la jauge, là, veut poursuivre, soit pour aller travailler, pour aller se former au métier de l'image, donc futur cadreur. Beaucoup de demandes en montage post-production. Voilà, c'est une des 5 options qui attire énormément. Et j'ai également une élève cette année qui postule pour aller en son. Voilà. D'accord, ok, merci pour cette précision utile dont on pourra reparler aussi avec vous lors de votre présentation vraiment du cursus BTS tout à l'heure dans notre salon virtuel. Super. Alors, il y a plusieurs questions des publics. Je me rends compte qu'on a très peu dit le mot Parcoursup, je ne sais pas pourquoi, dans cette table ronde, qui est un mot qui peut peut-être faire un peu dresser les poils. En tout cas, il y a des questions certainement qui vont être autour de ça, donc je les découvre avec vous. Une question qui est peut-être pour Cédric, si vous m'entendez bien, Cédric. Oui, tout à fait, je vous écoute. Est-il possible d'intégrer un parcours technologique lorsque l'on est en général, même après la seconde? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on parle d'STD2A, il a encore généralement on postule pour rentrer post troisième, c'est plutôt un cycle en 3 ans. Mais il est possible effectivement en fin de seconde générale, par exemple, de demander à intégrer la filière ST2A en première. Ça se fera toujours sur dossier. Il y a une procédure particulière pour tenter l'entrée dans les établissements qui proposent STD2A.
D'accord. Ah, en revanche, c'est plus compliqué, bien évidemment, une fois qu'on est déjà dans un cycle première terminale. Voilà, on parle de cycle première terminale, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en première, on est censé continuer dans la terminale qui vient de suite logique. Donc, c'est plus compliqué à partir de ce moment-là. Ça amènerait éventuellement, si on est en première, à redoubler en première, rester des 2A par exemple. Donc, il vaut mieux effectivement faire son choix après la seconde, en fait, faire Au ce plus choix-là tard, après la seconde. après la seconde, si en revanche, s'il s'agit peut-être des bacs technologiques type STI 2D, si on est dans une voie générale avec des enseignements scientifiques, mais qu'on est plus attiré par la voie technologique, certains lycées peuvent effectivement proposer de première vers terminale STI 2D, D'accord. par exemple. Et là, ça se fait vraiment dans le cadre d'une discussion avec l'établissement, finalement. C'est les équipes pédagogiques, effectivement, c'est une discussion à avoir avec le prof principal, les professeurs en général et l'équipe pédagogique de manière générale au sein de l'établissement. Mais en théorie, c'est tout à fait possible. D'accord, ok. Alors, il y a une question qui est un corollaire de cette question et qui la précise encore, ce passage de seconde générale à ST2A, donc certainement qu'il y a quelqu'un derrière qui a envie d'avoir cette réponse précise. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le dossier de 5 travaux de dessin peinture ou bien c'est les notes des matières générales en seconde pour faire ce changement? Honnêtement, l'ensemble est important. De toute façon, le dossier scolaire est important, mais il faut quand même bien préciser que si effectivement, pour caricaturer, si je puis dire, si on a un bon coup de crayon, par exemple, ça peut contrebalancer un dossier scolaire un peu faible, bien évidemment. Le dossier sert effectivement à montrer effectivement quel est disons, les compétences, les qualités de l'élève et de s'assurer de sa capacité à réussir au sein d'STD2A. Donc le dossier scolaire, oui, parce que ça reste de toute façon, même le bac technologique, il y a énormément de matières générales, bien sûr. Mais si effectivement on est un petit peu juste et que pour le reste, on montre à travers son dossier qu'on a des qualités, des compétences qui seront exploitables après, ça peut compenser, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Là, j'aurais une remarque. D'autres questions pour vous, Cédric, vont venir juste Oui. après. Et juste une remarque qui s'adresse à nous tous, en fait, qui n'est pas une question, mais on va pouvoir, à mon avis, rebondir là-dessus. Quelqu'un qui nous écrit, on ne pourra pas valoriser ces formations, donc les formations plus professionnalisantes, tant que l'éducation nationale éjecte, entre guillemets, depuis le général vers les filières pro, les élèves. Et donc, ce ne serait pas en fait un choix de motivation, mais en fait un choix par dépit. Souvent avec l'idée que parce que les notes ne sont pas à la hauteur et aux attentes du général, et bien dans ces cas-là, on va vers le pro et que du coup cette configuration, ce mode de pensée fait que le pro pourrait rester quelque chose de moins valorisant. Qu'est-ce que vous en pensez, Carlos, par exemple? Non, c'est une réalité, il ne faut pas nier cette réalité-là. Et c'est vrai qu'il y a un gros souci au niveau de l'éducation nationale effectivement, de pousser vers des filières de voie professionnelle, des élèves qui n'ont pas envie d'y être. Il y a des gens qui partent de voie poubelle. Moi, ce n'est pas une voie poubelle, moi, je parle plutôt d'une voie contrainte. Parce que c'est des élèves qui sont peut-être brillants dans d'autres domaines, mais étant donné qu'ils n'étaient pas bons en troisième, bah, on les envoie dans des CAP où ils n'ont pas envie d'y être. Notamment, je ne sais pas, je ne vais pas donner de CAP très précis, mais donc dans un CAP, bah, on va avoir des élèves qui ont envie d'être là et puis des élèves qui ont été forcés d'être là. Et du coup, bah, on ressent dans l'enseignement le poids de ces élèves qui n'ont pas envie d'être là. Et c'est ça c'est une grande problématique, effectivement, qui doit être améliorée. Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas comment on pourrait changer ça, mais il faut changer ça. Cédric, à ce niveau-là, Bah, est-ce que voilà. Oui, bah, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui participe effectivement à une meilleure valorisation justement de ces filières, de ces formations. Et que si effectivement, alors moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, effectivement, oui, c'est des voies contraintes clairement pour beaucoup d'élèves et c'est très dommageable. Et là, on peut faire un petit mea culpa parce que je représente évidemment l'éducation nationale aujourd'hui sur notre parfois difficulté à valoriser effectivement ces filières, à mieux les faire connaître. Et c'est pour ça que je suis ravi de participer avec vous aujourd'hui à cette table ronde, parce que je crois que ça participera justement à l'amélioration des connaissances de ces filières. Déjà savoir qu'elles existent, savoir de quoi il s'agit. Quand on parle de filières d'excellence, c'est pas en l'air, hein, c'est pas marketing, hein, c'est réel, ce sont des filières d'excellence. Plus elles seront connues, mieux elles seront identifiées et plus elles seront choisies, clairement. Mais il faut constater effectivement qu'aujourd'hui, beaucoup d'élèves se retrouvent dans ces filières d'excellence sans même savoir de quoi il en retourne. Et là, effectivement, on peut ne qu'être d'accord avec le constat. C'est difficile de les valoriser tant qu'elles seront considérées comme des voies de garage.
Donc c'était effectivement ma question aussi, Cédric, vous y avez répondu, vous l'avez devancé sur cette idée que finalement on n'est peut-être pas au courant Oui, de finalement ces différents types de formations en détail, et qu'on a aussi une vision un peu cliché peut-être, un peu plaquée de cela, tout sans à fait. vraiment connaître, et donc il y a un travail autour de ça. Euh, Anna, vous avez tourné le dos à l'enseignement général quelques mois après le début d'une Ah oui, seconde, c'est sûr. et Mais vous, j'étais un peu, enfin, aussi de mes mauvaises notes en seconde générale. Enfin, c'était quand même le rendez-vous avec le directeur général du lycée qui me disait, bon, vos notes sont pas super, regardez ces options-là. Et puis c'était un petit peu oui, en effet, de si une personne n'arrive pas à survivre en général avec tout le travail à faire, etc. Il proposait des formations comme des bacs pro ou des CAP, mais vraiment sur ce pain. Et il y a un peu cette image de ah là là, si tu vas en bac pro, c'est un peu la honte parce que tu restes pas en général, etc. Alors que pas du tout. Il y a plein de points forts à ces formations-là et on n'en parle pas assez, quoi. Et en troisième, on devrait autant valoriser les CAP et les bacs pro que les formations générales. Et c'est ça qui est très dommage. Il faudrait qu'on soit plus informé, quoi, sur ça. Ouais, très bonne réflexion. Ah, bon entendeur ou bonne entendeuse. On a du travail à faire là-dessus, mais qui va être très intéressant et passionnant dans les prochains temps. Ouais. Une autre peut-être question pour terminer, Cédric, encore sur ST2, pardon, 2A, je ne vais y arriver. Est-ce qu'il faut faire des beaux-arts ou de l'architecture voilà, quand on veut faire des beaux-arts ou de l'architecture, pardon, et vaut-il mieux faire un bac général ou une filière ST2DA? Voilà, je vais y arriver. Alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure, hein, l'intérêt de passer par ST2A, c'est si vraiment on s'inscrit déjà dans une démarche artistique et que ça a du sens pour soi et qu'on est motivé justement par la filière en elle-même, ce que ça veut dire qu'on va effectivement être à l'aise, qu'on va faire un très bon bac. Évidemment, ça maximise ses chances pour la suite, c'est certain. Mais le passer par la voie générale peut aussi effectivement être très porteur. Ça dépend vraiment de l'élève et d'où il en est, quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses compétences. J'ai presque envie de dire que euh, c'est équivalent finalement, ça dépend vraiment de l'élève. Alors après, STD2A, c'est vrai qu'il y a un avantage certain, c'est qu'on est déjà dedans, pour faire simple, hein, on peut être effectivement déjà très motivé par ce qui se passe, et les poursuites d'études sont clairement affiliées à l'artistique, donc évidemment c'est peut-être on va dire plus logique, plus simple, entre guillemets. Mais passer par la voie générale prend tout son sens, D'accord. vraiment. Ok. Est-ce que vous pouvez toujours, Cédric, réexpliquer ce qui définit BUT et BTS? Oui, bien sûr, le BTS va se faire en lycée déjà, première distinction. Le BTS va durer 2 ans. L'idée, c'est de former en fait des techniciens, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des compétences applicables immédiatement à la sortie du diplôme, par exemple, tout en pouvant continuer ses études, hein. Je tiens à le préciser, 50% des élèves qui font un BTS continuent leurs études. Pour le BUT, donc le bachelor universitaire technologique, donc qui va démarrer à la rentrée, ça se passe en fait à l'université sur des IUT, des instituts universitaires technologiques. Ça sera en 3 ans, donc l'équivalent de la licence. C'est plus généraliste. C'est plus généraliste, mais là aussi l'intérêt, c'est que un peu comme dans le BTS, vous avez des apprentissages qui sont basés sur le concret, des approches pragmatiques, notamment avec des rencontres de professionnels et des stages. Donc on a déjà un pied dans un monde plus concret que ce que ça pourrait être à l'université. Autre chose, le BTS, c'est souvent une classe. Ça ressemble un peu à la manière dont ça se passe en terminale. Lorsqu'on est en bachelor universitaire technologique, il y a la moitié des cours qui se font en amphi. Donc on est plutôt 120. Mais viennent à cela s'ajouter des cours en TD, en petits groupes, qui sont quand même des grands groupes de 30-40, mais des travaux dirigés, des travaux pratiques, qui permettent effectivement d'être un peu plus de familiarité. Voilà pour les deux grandes différences. En ce qui concerne les poursuites d'études, j'ai envie de dire c'est équivalent l'un à l'autre. Le BUT peut être un peu plus généraliste, donc ouvrira sur différentes formations post-bachelor. Le BTS est très ouvert aussi. Disons qu'en général, il est quand même un peu plus spécifique.
hier, on avait un monteur de formation, William Labourie, qui est aujourd'hui un réalisateur, qui est passé par un BTS montage avant d'intégrer d'abord un peu de fac d'histoire de l'art et puis ensuite la Ah oui. FEMIS, dont il est Ouais, ouais. sorti en section montage. Donc on voit bien aussi là encore la possibilité d'un parcours très transverse Oui. entre ces différentes formations. Super. On pourra peut-être diffuser, si vous êtes d'accord, à la fois Carlos et puis Cédric, vos présentations pour les publics Oui, qui les Oui, demandent. bien sûr, bien bien sûr. sûr, volontiers, oui. Super, d'accord, bon, très bien. C'était une question. Une petite dernière pour terminer, et puis après on va aller profiter du soleil avant de vous retrouver cet après-midi. Une dernière question qui est, peut-on passer un bac pro artisanat et métier d'art alors même que le collège n'est pas spécialisé dans l'art? Alors, cette question, qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on a fait un CAP, mais pas un CAP métier d'art, et puis qu'on voudrait faire un bac pro métier d'art? Moi, je la comprends comme ça. Est-ce que, Carlos, par exemple, vous savez cela? J'ai pas trop bien saisi la question, mais si la question c'est de savoir, je sais pas, on a fait un CAP vente et après on peut intégrer Voilà. un bac pro métier d'art. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'est tout à fait possible. Encore une fois, les passerelles sont ouvertes et puis D'accord. ça peut exister. Ok. Merci. Peut-être un dernier conseil à tous les adolescentes et adolescents qui ont regardé cette table ronde, et merci beaucoup de l'avoir suivi. Ce serait quoi, Cédric? Qu'est-ce De qu'on je pourrait leur... je leur conseillerais de continuer à faire exactement ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire de continuer à s'informer, de découvrir vraiment, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, la multitude de formations, de possibilités, de métiers qui existent dans tout ce qui est art et design. De ne pas rester juste centré sur les jeux vidéo, d'ouvrir peut-être un peu plus. Je dis ça parce que je sais que sûrement ce matin, certains sont connectés justement pour ça en particulier, mais ils sont dans une bonne démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà, en venant prendre des informations, en écoutant des professionnels et puis en découvrant, ils font déjà l'essentiel en fait. Parce que je crois qu'en orientation, notamment pour faire ses choix, plus on a de choix, mieux c'est. Et voilà, donc je leur conseille de continuer à vous suivre, par exemple, cet après-midi déjà. Super, merci beaucoup. Eh bien, on va clore cette table ronde par ce conseil de Cédric, qui est un bon conseil. Dans le détail, effectivement, vous pouvez donc vous connecter cet après-midi encore au salon virtuel avec une présentation de cursus de différentes écoles avec lesquelles vous pouvez interagir. En premier lieu, à 14h, 14h30, 14h, je crois, Dominique, 14 heures. 14h, qui continue donc avec les BTS du lycée des métiers de l'image et du son Sugère. Et puis, à noter également en fin de journée à 18h, l'école Estienne, dont font partie Arthur et Anna, qui viendra également présenter ses formations notamment DNMAD. Voilà. Donc, merci encore à tous d'avoir suivi cette table ronde. On espère que des premiers renseignements seront faits pour vous. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci.